Écoutez, permettez-moi d'entrée de jeu d'introduire cette heure et demie, grosso modo, qu'on va passer ensemble. Euh, dans un premier temps, en vous rappelant, bien sûr, que pour notre formation politique, la transition, c'est fondamental. C'est structurel, c'est structurant, ça fait partie de notre ADN. Et, euh, et d'entrée de jeu, je suis retourné, ce que j'ai pas beaucoup de temps de faire entre les campagnes, je suis retourné à notre plan de transition. Oups, attendez, hein? Maintenant ou jamais. Plan de transition à lequel plusieurs solidaires ont collaboré, un projet qui, dans le fond, voulait euh, expliquer comment, sous le gouvernement d'un Québec solidaire, on allait entreprendre la transition, mais pas juste la transition énergétique, une transition économique, une transition juste pour permettre à l'ensemble des Québécois et des Québécoises de pouvoir être partie prenante de cette transition-là et aussi de pouvoir en bénéficier. Parce que dans le projet de société de Québec solidaire, la justice sociale, c'est notre ADN. Et inévitablement, si on parle de transition, ben, notre toile de fond de justice sociale est complètement imbriquée dans notre vision de transition. D'ailleurs, il y a tout un chapitre consacré à la question de la transition, une transition solidaire et démocratique. Mais je vous dirais ce qui est le plus important pour moi de ce plan-là, c'est on a travaillé fort pour concilier les valeurs humaines de Québec solidaire, hein, au niveau de la démocratie, au niveau de l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les différentes régions, le droit des travailleurs. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans le cadre de l'école buissonnière, ben, on a trouvé ça important de m'amener, prendre un temps d'arrêt puis de se dire, ben, c'est quoi ça, une transition juste? Parce qu'avec le temps, ben, il s'est mis à avoir là-dedans euh, peut-être des choses qui se mélangeaient ou qui n'étaient pas claires pour tout le monde. Ben, c'est sûr que en changeant de cap, en voulant changer de cap, ben, pour Québec solidaire, c'était évident qu'il n'était pas question de laisser personne derrière. Et c'est pourquoi, donc, euh, au contact de gens comme Patrick et bien d'autres, on a découvert que les travailleurs et travailleuses ne pouvaient pas être ceux et celles qui paient les frais de cette transition-là. Alors donc, c'est pourquoi qu'on trouvait que c'était une bonne idée, dans le cadre de l'école missionnaire, pas d'aborder tout le plan parce qu'il est énorme, c'est un projet de société en soi, mais de l'aborder sur la question, sous l'angle des travailleurs et des travailleuses. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a demandé à Patrick ben, de venir nous aider à nous démêler là-dedans, puisque c'est sûr que pour Québec solidaire, la justice doit être enracinée dans n'importe quel projet de transition, mais la transition juste, c'est un concept, je ne sais pas si on peut dire ça, mais Patrick va nous expliquer ça, qui a ses lettres de noblesse. Et c'est pourquoi donc je te laisse la parole, mon ami, pour que tu nous expliques tout ça. Et je m'apprête à prendre des notes. Merci, cher ami. Ben oui, hein, qu'est-ce que les syndicats viennent faire dans ce bateau-là, hein, au niveau des changements climatiques, au niveau aussi de tout cet enjeu-là de la transition énergétique? Souvent, on nous dit, ben, c'est qu'il doit y avoir des intérêts, il doit y avoir des profits à faire là-dedans, il doit y avoir... Bon, ça, c'est tous des commentaires que j'entends depuis des années, que j'entends toujours. En fait, la réponse la plus simple, pourquoi la FTQ particulièrement s'investit dans ce dossier-là, c'est qu'essentiellement, la FTQ a plus de 600 000 membres et nommer tous les secteurs énergétiques ou industriels ou manufacturiers ou de transport au Québec, et c'est des membres syndiqués à la FTQ pour la plupart. Donc, c'est-à-dire qu'ils participent
à l'effort, mais ils sont aussi une des causes des gaz à effet de serre d'une certaine façon. On ne les accuse pas de rien ici, là, mais ils ont un intérêt parce que le travail cause cette situation-là. Et ultimement, ben, c'est aussi des citoyens, c'est aussi des consommateurs, ce sont des acteurs sociaux et ils ont un intérêt à s'impliquer et à lutter dans ce dossier-là. Donc, c'est quoi la transition juste? Ben, écoutez, il y a, il y a deux définitions. Il y a une définition très officielle, mais il y a une définition qu'on s'est donnée à la FTQ plus simple qui se dit que pour la FTQ, la transition énergétique est inévitable. Donc, même si on voulait se mettre la tête dans le sable en disant ça n'arrivera pas, tout va bien aller, c'est inévitable. Et pour nous, le plus tôt on la planifie avec ceux et celles qui en subiront les impacts, le plus juste sera cette transition-là. Inversement, c'est vrai, le plus longtemps qu'on attend, le plus injuste elle sera. Donc, c'est des éléments de planification et de mobilisation et de participation qui vont faire en sorte que cette transition-là sera juste. On entend aussi souvent dire, ben, la transition juste, c'est un concept qui est abstrait, il faudrait le définir, on ne comprend pas trop. Or, il y a une définition tout à fait en bon québécois bien canée qui existe. En 1900, pas en 1900, mais en 2013, l'Organisation internationale du travail a amorcé des travaux autour de la transition juste et a adopté des principes directeurs en 2015. Donc, ils sont sur 4 piliers essentiellement, sur la protection sociale, le dialogue social, le droit à l'emploi et le droit au travail. Donc, si vous allez voir sur le site de l'OIT, c'est très, très clairement détaillé ce qu'est la transition juste. Donc, ce n'est pas un concept qui est tout à fait obscur. Et c'est quand même une idée qui existe dans la sphère publique depuis les années 60 aux États-Unis. Donc, ben, il a été concrétisé avec des principes directeurs au tournant des années 2010. D'ailleurs, 2015 n'est pas anodin, c'est l'année de la COP 21. Et c'est pas anodin non plus d'avoir vu une aussi forte délégation syndicale à la COP à Paris en 2015 avec un slogan qui parlait très fortement, qui disait ben, there's no job on a dead planet. Hein, il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Donc, essentiellement, ça marquait le coup que les syndicats doivent faire partie de la solution à défaut de faire partie du problème. Mais quand on en parle, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau de dire qu'il y a des principes directeurs au niveau de l'OIT, mais encore faut-il les adapter, et on s'en est rendu compte assez vite, à la réalité territoriale et au secteur d'emploi. Donc, c'est-à-dire qu'une transition juste au Québec ne se fait pas de la même façon comme en Chine ou au Sénégal ou au Brésil ou en Russie. Donc, il faut absolument voir ces indicateurs-là comme un guide, un genre de feuille de route, et après ça, les adapter selon la réalité que j'ai nommée. C'est aussi un paradoxe, parce que souvent, quand on parle de transition, ben, c'est de partir d'un point A à un point B, et ça demande une transformation en cours de route. Alors, les gens souvent voient la transition juste dans nos rangs, entre autres, comme étant une façon d'essayer de continuer à faire comme on le fait en ce moment, tout en préservant ce que nous avons. Si on fait ça, on n'est pas dans la transition. Donc, il y a un paradoxe là-dedans qu'il faut absolument adresser et ça demeure un défi entier, notamment au niveau de l'adaptation et des différences qu'il y a au Québec. Donc, pour nous, c'est ça essentiellement la définition de la transition juste de façon très rapide. Maintenant, quand on parle d'adaptation à la transition juste, il faut voir, ça concerne qui? Encore une fois, on peut dire, ben, on sait bien, la transition juste, ben, si on regarde les secteurs énergétiques ou polluants au Québec, les cimenteries, les aciéries, les raffineries, ben, on va dire, ben, dans le fond, les syndicats, ce qu'ils veulent faire, c'est sauver les jobs des d'hommes blancs d'âge moyen bien payés. C'est la façon de le voir très rapidement. Or, il faut voir que ça concerne absolument tout le monde. Le cas du Publisac est un excellent exemple, hein, qu'on a vu juste avant la COVID, où on parlait de produire des Publisacs, mais il y a un enjeu là-dedans sur la distribution, les imprimeries. C'est une chaîne immense qui était touchée par le phénomène et qui demande une réflexion. Mais quand on regarde ceux qui produisent les Publisacs et ceux qui les distribuent, on a deux classes sociales très différentes là-dedans. Pourtant, c'est un même et unique enjeu. Donc ça, il y a des éléments là-dedans qui sont tout à fait importants. Donc, qui sont les acteurs avec lesquels nous travaillons à la FTQ, que nous avons définis dans notre grande journée de transition juste depuis 2014. Premièrement, on s'est dit, ben, il faut absolument parler à nos membres. C'est les premiers concernés. Et si on n'a pas de dialogue avec eux, si on n'aborde pas cette question-là avec eux, si on tente de trouver des solutions pour eux sans en parler avec eux, on va frapper un mur. Et c'est une critique qu'on a aussi de façon très générale
que j'avais critiqué d'ailleurs dans le plan de Québec solidaire, qui est extraordinaire, c'est un très bon plan, sauf qu'on n'a pas consulté les travailleurs. Donc souvent, on va chercher des solutions pour d'autres avec les meilleures intentions du monde, sans aller voir directement les personnes concernées. Donc on s'est dit, il faut absolument faire ça, et c'est eux qui nous l'ont dit. Ils nous ont dit, écoutez bien, là, si vous voulez embarquer dans une question de changement climatique, vous avez intérêt à lever votre cul de Montréal et venir nous voir dans la région. Ce qu'on a fait, on a fait le tour des régions à 2 reprises, en 2016 et en 2019, pour aller à la rencontre de nos membres, parce qu'ultimement, si on veut éviter la résistance et les blocages, bien, il faut mobiliser les gens vers la solution, et la seule façon, c'est d'entamer un dialogue et d'être dans une mobilisation de la solution. Au-delà de ça aussi, ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, bien que des secteurs énergétiques soient problématiques au niveau des gaz à effet de serre, ça ne fait pas en sorte que les gens qui y travaillent sont le démon pour autant. Et ce qu'on se voit, c'est que souvent, il y a une démonisation des gens qui travaillent dans ces secteurs-là, très spécifiquement, et on les pointe du doigt. Et ce qu'on se rend compte, c'est automatiquement, c'est la nature humaine, les gens se braquent. Ils disent, ben, si c'est pour être moi aussi, je vais résister de mon bord. Donc, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait aborder autrement cet aspect-là, parce qu'en bout de ligne, c'est des citoyens et des citoyennes eux aussi, et qu'au contraire, il fallait valoriser le travail. La valeur du travail est extrêmement importante. On parle beaucoup de santé mentale dans le cas de la COVID-19 en ce moment, mais tout l'aspect de se reconnaître dans son travail qui fait tellement partie de nos vies, si on n'a pas l'impression d'être utile ou que notre emploi nuit ou même menace la vie sur Terre, ben c'est dur à vivre quelque part, et de se faire pointer du doigt en plus, ben, c'est relativement difficile. Donc, il faut changer aussi le narratif autour de ça. Et ultimement, ben, on est persuadé que dans la meilleure façon de pouvoir faire une transition, ben, les gens doivent être beaucoup plus acteurs que spectateurs. Quand on est spectateur, on est dans les estrades, on regarde le spectacle et on critique. Quand on est acteur du changement, ben, on y participe, et ça, c'est relativement important. Donc, l'important pour nous, avec nos membres, était de transformer leur peur, parce qu'ultimement, quand on leur parle de transition énergétique, de changement climatique, sans apporter de solution, en disant, ben, la solution, c'est de fermer tel secteur, et on vient de régler une partie des gaz à effet de serre, notamment dans le secteur industriel, sans leur offrir de solution, ben, ils ont peur. Ils ont peur, et à ce moment-là, ben, dans la peur, c'est irrationnel et on n'arrive pas à fonctionner. Donc, pour nous, il est important de transformer leur peur en opportunité, qu'ils voient qu'il y a quelque chose à faire avec leur travail, qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans pour transformer ça en enthousiasme de se mobiliser. Donc, ça a été relativement important. Les deuxièmes acteurs, naturellement, inévitables, ce sont les groupes environnementaux. Et Manon, je te dirais qu'avant 2014, on était à couteau tiré avec l'ensemble des organisations environnementales, mais je te dirais le syndicalisme et les écolos étaient à couteau tiré, parce qu'on était dans ce cul-de-sac-là à devoir choisir entre l'emploi et l'économie et l'environnement, ce qui est un non-choix. En fait, on se rend compte maintenant que l'un va avec l'autre. C'est inévitable, qu'on doit définir le travail en fonction de l'environnement, et que ça peut pas être autre chose. Et ultimement, ben, cette alliance-là, ce dialogue-là qu'on a eu avec les groupes environnementaux, a permis cette alliance-là assez unique au Québec, et on peut en être fier, parce que comme Gaël le dit en entrée, je participe aux conférences des Nations Unies sur les changements climatiques depuis 2015. Je suis souvent en réseau avec des réseaux internationaux, et cette réalité-là de dialogue entre les groupes environnementaux et les syndicats, et de dialogue social de façon générale, est assez unique au Québec. On n'a qu'à sortir du Québec, hein, dans d'autres provinces au Canada, et on ne retrouve pas ça. Donc, c'est une spécificité du Québec, et c'est relativement important. Et ultimement, ben, pour nous, ça nous a permis de développer une expertise au niveau des changements climatiques, et humblement, on croit que ça a permis à certaines organisations environnementales à développer un discours beaucoup plus au niveau économique, et de prendre en considération les emplois par le fait même, qui sont un tout. Ultimement aussi, on s'est dit, ben, il faut parler absolument aux financiers. Et on a la chance, au niveau de la FTQ, d'avoir mis sur pied en 1984 le Fonds de solidarité de la FTQ, qui est un fonds d'investissement. C'est deux entités complètement différentes avec leur propre gouvernance. Mais quand même, on se disait, ben, est-ce qu'on embarque les financiers là-dedans, ou c'est pactisé avec le diable? On s'est dit non, allons-y, parce que ultimement, en bout de ligne, la transition va demander de l'argent, va demander du financement. Naturellement, on peut dire au gouvernement, c'est à toi de financer tout ça,
mais on aurait pu se mettre la tête dans le sable et faire semblant que les financiers n'étaient pas dans l'équation, et pourtant ils le sont. Donc, on les a intégrés dans le dialogue autour de 2016-2017. Et on a vu un cheminement important de la part de ces acteurs-là aussi dans la recherche de solutions. Naturellement, je sais, et il y a sûrement des gens dans la salle en ce moment qui ne sont pas d'accord, qui disent qu'on ne devrait pas travailler avec les financiers, mais pour nous, on s'est rendu compte que ça a été bénéfique dans l'équation de pouvoir y travailler, que ça a ouvert des portes vers le dialogue et vers la solution. Et ultimement, ben, il y a le politique. Hein, le politique, s'il n'est pas là, s'il n'y a pas de volonté politique, s'il n'y a pas de gouvernance, les signaux ne sont pas là, le financement n'est pas là et on peut quand même faire des choses, mais on n'ira pas très loin. Malgré ça, en 2018, on a pris un pari au niveau de la FTQ, mais aussi avec la CSN, Greenpeace, la Fondation David Suzuki, le Fonds d'action et Fonds de solidarité de la FTQ, d'organiser un sommet sur la transition énergétique juste. Et l'idée derrière ça était justement de ne pas inviter les partis politiques et le gouvernement dans cette grande discussion-là, mais plutôt avoir une discussion entre nous, entre acteurs très, très, très différents. Tu avais là autant le Conseil du patronat que des chercheurs, des scientifiques, des environnementaux, les jeunes, les Premières Nations, les artistes, etc. Et on s'est dit, ben, qu'est-ce que c'est pour nous la transition juste et jusqu'où on est capable d'aller par nous-mêmes au lieu de se mettre simplement dans une posture de revendiquer au gouvernement et de retourner s'asseoir par la suite et quand ça ne répond pas, ben, de dire ben, ils sont méchants, ils sont mauvais, etc. On s'est dit non, on a choisi la posture d'aller le plus loin qu'on pouvait par nous-mêmes et de tenter d'influencer le gouvernement en démontrant qu'il y a un large consensus au Québec. Donc ça, ce travail-là est toujours en cours. C'est jamais arrêté depuis mai 2018 et on voit quand même des gains à ce niveau-là. Et c'est une posture qui est importante face à l'urgence climatique. Parce que sans faire la leçon ou quoi que ce soit, ben, l'urgence climatique, soit qu'effectivement on peut se mettre dans une posture de revendication et refuser de faire partie de la solution, ou se dire, ben, il y a des étapes qui sont peut-être moins flamboyantes, mais qui nous permettent d'avancer pareil. Mais encore faut-il atteindre les cibles. Hein. Il y a une vitesse qui est quand même importante là-dedans. Donc pour nous, l'urgence climatique, c'est une urgence d'agir plus qu'autre chose. Et ultimement, ben, au niveau de la FTQ, si on veut définir la transition juste un petit peu plus concrètement, et là, je n'irai pas dans les détails, mais on a produit un guide, on a jasé avec tous les acteurs, comme je le disais, et on a défini la transition juste en 5 étapes. La première étant de savoir de quoi on parle. C'est sûr qu'on a besoin d'études, on a besoin de données, quels sont les impacts sur la santé des communautés, quel est l'impact des gaz à effet de serre des industries, si on les ferme demain matin, quel est l'impact économique. Donc, on se dit qu'il faut absolument avoir un diagnostic très complet de la situation. Le deuxième, ben, c'est de planifier cette transition-là, et ça demande une fine collaboration, une fine analyse des gens avec qui on peut et on veut travailler, tous les acteurs socio-économiques, parce que c'est pas vrai qu'en bout de ligne, ça ne peut se faire qu'avec des travailleurs et leurs syndicats, ou juste avec des financiers, ou juste avec des citoyens, ou ainsi de suite. Ça prend l'ensemble de ces gens-là autour d'une table pour trouver les solutions et mettre en œuvre cette transition-là. Puis justement, la troisième étape étant la mise en œuvre. Donc, ultimement, bien, ça va demander du financement. Et naturellement, au niveau de la FTQ, on est bien d'accord à ce que l'État puisse financer la transition énergétique, et même il le devrait, mais on pose des conditions. On se dit, ben, ce qu'il faut au Québec, c'est des plans de décarbonisation absolument obligatoires au niveau des industries, mais pour avoir droit au financement, ben, il faut que les travailleuses fassent partie de l'élaboration de ces plans de décarbonisation-là. Sinon, et on le voit déjà, c'est des sommes qui sont envoyées dans les industries, notamment, on a eu un cas il y a quelques années au niveau d'une papetière où l'employeur a capé une de ses cheminées pour contenir le CO2, est arrivé à la table de négociation, malgré qu'il avait eu l'argent d'un programme gouvernemental, en disant au syndicat, ben, j'ai fait ma part, il me reste 3 cheminées à caper, fait que c'est au niveau de vos salaires que vous allez devoir payer ça. Donc ça, c'est quand il n'y a pas de conditionnalité, malheureusement, on voit ce genre de situation-là. La quatrième, ben, c'est la vérification. Il faut qu'on ait les outils pour pouvoir mesurer est-ce que ça a donné des résultats en bout de ligne. Est-ce qu'on a les indicateurs adéquats pour se dire hey, tous les efforts qu'on a faits ont réussi à baisser les gaz à effet de serre. Sinon, il faut retourner à l'étape 1. Et ultimement, c'est la pérennité de la démarche. Et on se dit, si on a réussi à mobiliser tous ces acteurs-là dans une seule démarche de décarbonisation d'une industrie, ben, il faut les garder autour d'une table. Et c'est pour ça que la FTQ, depuis plusieurs années, depuis la fin des centres locaux de développement et des conférences régionales des élus, demande la restauration de structures de dialogue social, de développement socio-économique où tout le monde est autour de la table pour pouvoir.
participer. Donc, ça, c'est important pour nous aussi. Donc, ultimement, pourquoi on s'implique là-dedans? Parce qu'on est persuadé que une crise climatique qui va vers une crise économique engendre une crise sociale. Et si on prend l'exemple du Chili, on voit très bien qu'inversement, quand on a une crise sociale provoquée à cause d'une crise économique, on ne réussit pas à régler la crise climatique. Donc, c'est très important. Ces trois crises-là sont intimement liées les unes entre les autres. Et ultimement, il y a une chose que je me rends compte avant qu'on aille plus dans les discussions et les questions, mais c'est le cheminement. Je me rends compte aussi qu'à travailler avec les membres de la FTQ, qui sont d'une richesse incroyable dans le dialogue et quand on parle avec eux, que souvent, quand on fait ce travail-là, et les gens qui sont dans le webinaire ce soir, et probablement toi, Manon, on avance beaucoup, hein, on apprend beaucoup, on découvre, on dévore, on explore, on pousse notre réflexion à ce qui devrait être extrêmement important, mais on perd peut-être de vue qu'il y a des gens qui ne le font pas, ce cheminement-là. Et ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, c'est qu'ils ne l'ont simplement pas fait. Et il faut se le rappeler des fois et revenir à dire, OK, peut-être que j'ai simplement expliqué les changements climatiques à telle personne parce qu'elle n'a pas fait ce cheminement-là. Et ça fait partie de la solution et de l'équation et du degré de dialogue qu'on doit avoir avec ces gens-là. Et ça, c'est très important. Et ultimement, c'est beaucoup d'ultimement, ça doit faire 3 fois que je le dis, mais bon, je suis comme ça, des fois, je nage dans le pléonasme. Donc, dans tous les cas, la transition juste, pour nous, on la voit de 2 façons. On la voit de façon préventive et réparatrice. Préventive, c'est ce que les gens croient souvent. C'est-à-dire, plutôt, je me reprends. Ce qu'on voit souvent, c'est ce que les gens nous disent, c'est que la transition juste, dans le fond, c'est de minimiser les impacts des pertes d'emploi pour les gens et leur communauté. On leur dit, ouais, mais allez dire ça à des travailleurs, des travailleuses dans certains secteurs, de dire, écoute, inquiète-toi pas, là, quand tu vas perdre ta job, là, on va s'assurer que les impacts ne soient pas trop importants. Ils vont te revirer de bord, puis nous revirer de bord, et dire, bout de crise, je veux pas que tu me dises comment je vais mieux perdre ma job. Je veux garder ma job ou avoir un travail. Donc, c'est important aussi de voir qu'en amont, il y a peut-être une étape qu'on oublie souvent, qui est une transition juste préventive. Et c'est-à-dire comment est-ce qu'on mobilise les acteurs et les travailleurs et travailleuses dans la solution avant d'arriver à une fermeture où là, il doit y avoir des programmes d'accompagnement, ce qu'on appelle, nous, une transition juste réparatrice. Donc, il y a ces deux thèmes-là qui sont importants pour nous. Mais peut-être qu'on peut aller vers des questions maintenant, parce qu'effectivement, au niveau de la FTQ, puis merci encore de l'invitation, mais il y a des questions qu'on se pose. Et c'est important c'est intéressant d'avoir quelqu'un d'un parti politique devant moi pour pouvoir adresser ces choses-là. La première, j'ai 2 questions. Commençons par la première. Dans le fond, la première porte justement sur cette transition juste qui est préventive. J'en ai amplement parlé, ça repose sur la mobilisation des travailleurs. Ultimement, avant même de parler de fermeture, on va viser à sauvegarder les emplois, mais à transformer le travail pour abaisser les gaz à effet de serre, pour atteindre la carboneutralité dans certaines industries. Ils doivent être au cœur des solutions et ultimement, il faut reconnaître leur expertise là-dedans avant de faire rentrer des firmes de consultants extérieurs qui se remplissent les poches quand vous avez des travailleurs qui disent, ça fait 15 ans qu'on le dit au boss. Le consultant qui vient d'appeler, là, ça fait 15 ans qu'on lui dit ça, mais il nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc, il y a déjà une richesse à ce niveau-là de première ligne. Donc, comment qu'on peut assurer, à partir d'un parti politique, et j'aimerais entendre Kios là-dessus, cet encadrement-là adéquat pour exercer cette transition préventive-là? C'est une très, très bonne question, Patrick. En fait, quand tu poses cette question-là, ce qui me frappe, c'est la dimension préventive. Parce que tu as raison, quand on parle de transition, quand on entend parler de transition, quand nos détracteurs veulent nous discréditer quand on parle de transition, ils disent toujours, vous allez faire perdre des jobs à du monde. Fait que moi, j'aime beaucoup quand tu parles de la dimension préventive, puis ce que ça me fait penser, c'est que après ma barre, c'est une question de comment on perçoit les travailleurs et travailleuses. Puis nous autres, à Québec solidaire, on ne pense pas que les travailleurs et travailleuses, c'est juste du monde qui sont là pour faire de l'argent au boss. Ils sont experts dans ce qu'ils font. Hein? Fait que je pense que probablement que si j'ai bien compris ce que tu nous as présenté, l'élément majeur, c'est les travailleurs et travailleuses, c'est les experts de la situation dans laquelle ils sont. Puis ils sont pas fous, tu sais.
comme tu le disais, puis je sais, j'en ai rencontré souvent dans mes déplacements à travers le Québec, ils n'ont pas plus envie là, du réchauffement climatique, ils n'ont pas plus envie. Je me souviens en Gaspésie, les gens étaient extrêmement sensibles au dérèglement climatique, l'impact sur les berges, les routes. Alors, ils sont pas déconnectés de tout ça. Alors donc, de leur redonner ces lettres de noblesse en disant, oui, vous êtes des acteurs, c'est le mot que tu as employé, mais aussi vous êtes des experts de votre job, parce que vous l'avez fait. Fait que ça, c'est une chose. L'autre affaire, je pense, puis tu le mentionnais, puis tu as dit une phrase qui m'a beaucoup, l'urgence climatique, c'est surtout l'urgence d'agir. Et je trouve qu'en matière de transition juste, c'est tellement vrai. J'ai l'impression qu'on a déjà énormément de retard. Dieu merci, vous avez fait tout le travail dont tu parlais, dont notamment le forum. Mais on a du retard parce que on n'est pas dans une société actuellement. Genre, je pense aux autres partis politiques. Je pense juste à l'échange que j'ai eu avec le premier ministre aujourd'hui sur les travailleurs et travailleuses de la santé et même les travailleurs et travailleuses au salaire minimum. C'est fou comment, dans le fond, pour plusieurs des autres partis politiques, les travailleurs et travailleuses, c'est comme une matière pour les boss. C'est comme une matière quelconque. Nous, je pense que c'est complètement autre chose, puis c'est pour ça qu'on est capable d'envisager une transition juste. Puis là, j'aime bien la dimension préventive, puis peut-être que l'exemple que je te donnerais, comment on pourrait, si on s'y mettait, si on était élu aussi, comment on pourrait voir cette perspective-là, c'est un peu comme le jour où on a décidé, au niveau des droits du travail, qu'on a décidé que la santé et la sécurité au travail, c'était fondamental. Que la prévention, socialement, on visait ça, la prévention. Prévenir les accidents au lieu de. À partir de ce moment-là, il y a toute une machine, il y a des choix politiques qui ont été faits, il y a des lois qui ont été faites, il y a des règles du jeu qui ont été mises. Les travailleurs, travailleuses ont été mis à contribution sur les comités paritaires. D'ailleurs, on pourrait exiger la même chose pour la transition énergétique. On pourrait exiger dans les milieux de travail, dans tous les milieux de travail, parce que tous les milieux de travail ont, pas tous le même niveau de défi, mais ont un défi par rapport à la décarbonisation, pardon. Donc, genre comité paritaire, mais ça pourrait être structuré par une loi. On pourrait avoir aussi, comme un peu la CSST, une commission de surveillance. Tu parlais de la quatrième étape, la vérification. Oui, c'est vrai. Un comité paritaire employeur-employé qui permet d'identifier comment notre job, notre environnement de travail pourrait être plus dans l'air du temps, mais aussi de l'autre côté, disons, les outils nécessaires comme société pour nous assurer que les employeurs, pardon, font bien leur job. C'est le genre d'affaires qui me vient quand c'est sûr que c'est à développer. Puis d'ailleurs, je tiens à le dire, moi, j'avais beaucoup apprécié la critique que tu nous avais faite. D'ailleurs, de mémoire, moi, en tout cas, était venu plus clairement pour moi, justement à Paris, en 2015, où là, j'ai appris beaucoup de ça. Mais la notion de transition juste, elle est dans notre vision de plan de transition. Mais tu as raison, on a du chemin à faire. Mais je pense qu'on a des belles propositions. Absolument, absolument. Oui, puis tu as raison. Oui, vas-y. Non, ça te faisait penser? Non, vas-y. Ouais, ça me faisait penser euh, parce que tu as parlé de préventif. euh, il y a aussi, je suis allé par exemple au lac Saint-Jean il y a une couple de mois sur la question du GNL, puis j'ai rencontré des gars de la construction avec lesquels je me suis assis, puis on a jasé. Et dans les faits, c'était ça leur cri du cœur. C'était, nous autres aussi, on veut laisser une planète à nos enfants, mais nous autres, là, on a besoin de travailler. Puis
Je me souviens un qui disait, moi, je suis un tuyauteur. Un tuyauteur, fait que tu comprends-tu que ce projet-là, là, de GNL, là, ça va me donner de la job. Hein? Alors, c'est sûr que quand tu te mets en dialogue, puis je dis, OK, mais qu'est-ce que ça pourrait être autre? Avez-vous déjà, nous autres, là, on a dans notre plan de transition toute une offensive au niveau de la géothermie. Ben, la géothermie, il me semble, ça demande du tuyau, ça aussi. Ça. Mais c'est là où tu as raison, parce qu'on parlait de financement aussi de projet. Je disais aux gars, ben là où tu as raison, c'est que ben, il y a des intérêts financiers qui, eux autres, aiment mieux financer le gaz naturel que la géothermie. Là-dessus, tu as raison. Fait que c'est vrai que c'est riche quand on est sur le terrain puis on échange avec le monde. Ouais. C'est ça, je te Ouais. répondrais. Oui, oui, non, c'est une très bonne réponse. Mais tu as raison sur les comités paritaires. Et des fois, on essaie de réinventer la roue, mais on les connaît, les routes peut-être pour y arriver. Là, donc, et ça me fait penser à ton histoire de GNL, mais et c'est quelque chose qu'on dit souvent, on n'est pas contre l'opposition à des projets, mais systématiquement, il y a une équation qu'on a mis de l'avant. On se dit à toute opposition, il faut amener une proposition. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Là. Effectivement, tu parles les gars de la construction, c'est un très bon exemple. Ils ne vivent pas pour faire des pipelines. Ils veulent ultimement un emploi et si on leur offre autre chose, comme souvent on va parler, et ça fait son chemin au gouvernement, Dieu merci, là, mais de ce vaste chantier-là de rénovation des institutions éco-énergétiques. Hein, tout ce qui est le parc institutionnel, les hôpitaux, les universités, etc., c'est un chantier extraordinaire et nécessaire, qui sont extrêmement énergivores dans la consommation de l'énergie et de la perte de chaleur. Donc, il y a des exemples comme ça et on leur offre ça, puis ils sont comme merci, oui, go, on y va. T'sais. Fait que oui, tu as tout à fait raison. C'est une très bonne réponse au niveau de la transition préventive, mais il reste l'autre bout aussi, parce qu'ultimement, on n'est pas naïf aussi, puis on sait que certaines industries ne pourront probablement pas être sauvées, là, Ouais. et ils vont devoir fermer, effectivement. Puis, ben, on connaît là, la panoplie là, d'outils disponibles, et on a l'impression que si les travailleurs et les travailleuses font le cheminement vers les solutions et qu'il n'y en a pas, au moins ils ont fait un bout et la pilule est peut-être moins dure à avaler à ce moment-là, de se rendre compte que ben il faut autre chose, tu sais. Soit transformer le milieu de travail complètement ou le fermer. Et ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une batterie là, d'outils qui existent déjà. Hein. On les connaît, là, des incitatifs retour aux études, un pont vers la retraite, des primes d'éloignement, bon, etc. Il y a des choses qui existent, allongement des prestations d'assurance-emploi, mais ultimement, ce qu'on se dit, c'est que s'il y a fermeture d'entreprise, il faut aussi, d'un point de vue géographique, voir où elle se situe, parce que tu sais comme moi qu'il y a certaines industries qui sont mono-économiques pour certaines Ouais. régions. Donc, c'est-à-dire, et on l'a vu dans l'histoire du Québec, on ferme une industrie, on ferme le village. Et il est mal en point le Québec à ce niveau-là en ce moment, parce que beaucoup de régions sont supportées par une industrie qui a des retombées directes et indirectes sur l'économie de la communauté qui a permis de faire vivre. On n'a qu'à regarder là, un exemple bien bête, mais le conflit de travail chez ABI à Bécancour, il y a un Excellent. an de ça, ça a plongé la région dans une précarité économique importante. Donc, s'il y avait eu fermeture, ben, on peut penser que cette précarité-là serait transformée en crise économique et aurait plongé encore plus. Donc, on est conscient de ça, malgré tout que ça risque et que ça va arriver. Mais ce qu'on se demande, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que les communautés puissent dire, hey, nous, là, on a perdu cette entreprise-là, mais si on avait ces projets-là pour relancer notre économie, ça marcherait. Et souvent, autant qu'un travailleur va connaître et l'expert de ce qu'il fait, autant de communauté est la mieux placée pour dire c'est ça nos besoins pour la communauté. Et ultimement, ces nouveaux emplois-là qui seront créés pour éviter en fait que ce soit tout le temps les mêmes qui réussissent à avoir les emplois, parce qu'on l'entend, hein, la critique, que bon, c'est les hommes blancs d'âge moyen, etc. Puis c'est vrai, malheureusement, il y a des communautés marginalisées qui n'ont pas accès à des emplois d'aussi bonne qualité. Donc, comment on fait pour s'assurer que tout le monde ait une chance, qu'il ait accès et qu'on entende ces besoins-là des communautés? Ouais. Ben, moi, je pense qu'il y a différentes choses. Premièrement, et tu l'as nommé dans ta présentation, le Québec avait, à partir des années 90-ish et années 2000, développé un réseau de développement local.
développement local au niveau économique, certes, mais au niveau social aussi, à travers les CRI, les CLD, les CRD, bon, tout, c'était tout le D, là, c'était pour développement. C'est sûr que quand les libéraux ont mis la hache là-dedans, c'était extrêmement déstabilisant pour justement notre infrastructure de concertation, de délibération. Même avant l'arrivée des libéraux, il y avait même plusieurs, tu sais, je pense, les conseils de développement régional qui avaient il y avait des citoyens et citoyennes de représenter, des groupes communautaires, des syndicats, bon, etc. Et tranquillement, on a appauvri la démocratie de ce réseau-là jusqu'à le mettre complètement à terre pour laisser renaître ce qui allait renaître, mais qui n'a pas la force que représentaient ces concertations-là. Alors, là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est, oui, les travailleurs travailleuses en amont sont de loin les experts de leur emploi, mais les citoyens et citoyennes sont les experts de leur région. Et dans ce sens-là, pour moi, remettre sur pied, redéployer ces structures de concertation, de collaboration, de délibération, qu'étaient les CEDEC pour Montréal, les CDC, les CLD à l'extérieur, pour moi, c'est fondamental. Dans notre plan de transition, on avait aussi, avec une nécessaire loi sur le climat, une vraie, OK? On avait aussi cette vision de dire, ben, il faut que les communautés se mobilisent parce que la transition, là, ça va être, oui, pour les travailleurs et travailleuses, mais pour tout le monde. Ça va être un gros changement de cap. Fait qu'il faut que le monde soit mobilisé autour de ce projet de changement de cap-là. Si, un peu comme tu le disais, si on l'impose, ça va faire mal. Mais si les gens sont partie prenante du changement de cap, ben, ça change complètement la perspective. Alors nous, dans notre plan de transition, ce à quoi on référait avec la loi cadre sur le climat, c'était cette idée d'avoir premièrement une politique d'aménagement du territoire. Hein? Déjà, ça aiderait, mais de laquelle chaque région, chaque MRC, ville et village, dans la découpure qu'on a actuellement de la démocratie sur le territoire québécois, l'exigence d'avoir un plan territorial de transition. Parce que, oui, ça se fait à l'échelle d'une entreprise, mais comme tu dis, quand toute une région, parfois, une localité est appuyée sur une seule entreprise, ben, il faut que le monde contribue parce que ça fait que cette entreprise-là soutient l'ensemble de la communauté. Donc, les plans territoriaux de transition, dans notre grand plan de transition, jouent un rôle fondamental. Qu'est-ce que je vois, moi, ce que vous avez fait au niveau national, là, de mobiliser les gens, tous les différents acteurs, pas juste l'élite économique ou même les travailleurs travailleuses, les gens de la communauté, les aînés, les gens qui, au niveau des investissements, des groupes communautaires, bref, tout le monde à venir réfléchir comment dans notre coin de pays on va faire cette transition-là pour aller vers la carboneutralité. Et là, s'il y a des enjeux comme une mono-industrie dans cette communauté-là, ben c'est ensemble où on porte cette transition-là et qu'on cherche des solutions. Et si toutefois, comme tu dis, à un moment donné, ben, il faut arriver, pour X raison, à mettre la clé sur la porte, comme on dit, ben, on va avoir ensemble défini comment on va arriver à notre autre étape, mais il ne faut jamais laisser personne derrière. Et c'est vrai que dans l'histoire, grâce d'ailleurs au travail des syndicats beaucoup, on a développé une panoplie d'outils qu'on peut et qu'on doit mettre au service de la population, si toutefois on se rendait jusque-là. Parce que ce que je découvre en regardant ce qui se passe ailleurs sur la planète, c'est que quand on a ça comme objectif, tout le monde ensemble, on est capable de trouver des solutions qui ne sont même pas imaginées actuellement. Tu sais, Port Daniel, là, quand c'est arrivé, c'est sûr que moi, souvent, j'ai entendu ça quand j'étais allé en Gaspésie.
se dire, attention, Manon, tu sais, il y a du monde là, ça va être le Gangton, ça fait des années, depuis la Gaspésia, on n'a pas de job, tu sais, c'est comme, moi, je suis toujours là, ben oui, vous avez raison, on a tous besoin de travailler, tu sais. Encore là, on se retrouve devant une maudite situation où ce que ceux qui crachent le cash, ils décident vers où ça va s'orienter, cette affaire-là. Puis, dans ce cas-là, le gouvernement du Québec en a craché du cash. Ça n'a pas été rare où j'ai entendu du monde, quand je me promenais dans la péninsule, qui disait, tu sais, si dans le fond, là, ce sacré 250 millions-là, on l'avait partagé en 25 fois 10 millions, là. Peux-tu imaginer, Manon, ce qu'on aurait été capable de faire comme région? Puis, et là, les gens déploient un paquet de projets vraiment intéressants. Fait que c'est ça construire avec la communauté aussi. Et je pense que plus la communauté va être autour de ces plans-là, plans territoriaux de transition, plus la communauté va être là, plus tout le monde va avoir cette transition-là comme objectif. Donc, moi, je pense que ça va faciliter beaucoup les choses puis améliorer l'état de situation pour bien des gens. Fait que moi, je pense que non, c'est possible. J'y crois. Ça prend de la volonté politique. On pourrait avoir des cadres législatifs qui nous permettent, si on a réussi pour la CSST, pour la loi de la santé et de sécurité au travail, qui n'est pas parfaite, elle a encore besoin d'être améliorée encore aujourd'hui. Mais si ça était, c'était une révolution, ça, dans ces années-là, là. Ben, si ça a été capable, je ne verrais pas pourquoi on ne serait pas capable aujourd'hui d'avoir des lois comme ça qui imposent une transition, mais dans laquelle les citoyens et citoyennes, qu'ils soient travailleurs ou autres, sont les acteurs de la transition.